Al-Assad promet, je cite, de briser le terrorisme. Il a déjà réussi à... C'est en Syrie qu'on se rend tout de suite, la Syrie où Bachar al-Assad promet, je cite, de briser le terrorisme. Il a déjà réussi à reprendre son territoire et la ville d'Alep. Une fois le pourra-t-il, une deuxième. Les djihadistes qui continuent d'avancer, ils ont désormais en ligne de mire Hama, à 100 km au sud d'Alep, et bien sûr derrière, la capitale Damas. Qui sont ces rebelles? On va regarder tout ça dans le détail, bien évidemment, car la question qui nous préoccupe aussi aujourd'hui est de savoir si un noyau djihadiste va reprendre pied sur ce territoire syrien qui pourrait sombrer dans le chaos. Nous sommes rejoints à cette heure par notre correspondant dans la région, Arthur Saradin. Bonjour à vous, Arthur. Merci d'être avec nous. Que sait-on de la progression de ces islamistes associés aux rebelles, Arthur, à cette heure-ci? Est-ce qu'on sait s'ils continuent d'avancer, s'ils rencontrent la moindre résistance d'ailleurs de l'armée syrienne sur leur route? Oui, alors pour résumer, la situation elle est à la fois inédite et c'est aussi une situation qui s'est passée très très vite. On avait en fait au nord-ouest de la Syrie cette poche, le gouvernorat d'Idlib, qui est sous contrôle d'un groupe HTS, qui est un groupe islamiste, qui est aussi une poche de rebelles, des derniers opposants au régime de Bachar el-Assad, qui a mené des opérations à la fois vers l'est, vers la ville d'Alep, qui est tombée, dont le régime a perdu le contrôle. Et puis on les voit suivre depuis maintenant 96 heures cette route qu'on appelle la M5 qui descend au sud. C'est une route qui relie la ville d'Alep à la ville de Damas en passant par Homs, qui est une des villes principales de l'ouest syrien. Et pour l'instant, ils sont arrêtés près de la ville de Hama. Il y a eu des premiers affrontements avec les soldats du régime syrien. Donc vous voyez là sur la carte, cette route, on est un peu avant Homs. On avait vu des officiels du régime fuir hier. Et bien dans la soirée, des membres de l'armée de Bachar el-Assad sont revenus pour confronter les rebelles. Et pour l'instant, ça ralentit leur arrivée jusqu'à la ville de Homs. Il y a donc bien résistance aujourd'hui de cette armée syrienne, parce qu'on n'en était pas certain jusqu'ici, Arthur. Oui, absolument. Comme je disais, on voyait vraiment des fuites, à la fois non seulement des membres de l'armée, mais aussi des représentants du régime syrien, à la fois des membres de l'administration, des policiers qui redescendaient vers le sud du pays. Il y a en effet une résistance. On a vu aussi des bombardements de l'armée russe. Rappelons que l'armée de Bachar el-Assad est soutenue à la fois par la Russie, mais aussi par l'Iran. Mais si on comprend aussi pourquoi on voit ce développement dans la région, c'est aussi parce que la Russie est occupée en Ukraine et que l'Iran, par son bras armé, le Hezbollah, n'arrive plus vraiment à apporter une force comme il y a quelques années au régime de Bachar el-Assad. Ce qui explique aussi cette avancée des rebelles. Maintenant, la question, c'est de savoir s'ils vont seulement être ralentis du côté de Hama ou s'ils vont poursuivre leur percée vers Homs et peut-être encore plus au sud de la Syrie. C'est ce qu'on verra dans les jours à venir. Ouais. Rapidement, Arthur, parce qu'on vous retrouvera plus en longueur dans notre grand dossier à 16h45. Qui sont-ils, ces hommes? On parlait de djihadistes, maintenant on parle d'islamistes, comme pour atténuer un peu le poids des mots. Est-ce qu'il y a vraiment un adoucissement, on va dire, de ces groupes salafistes qui jusqu'ici avaient pour projet d'imposer la charia au cours de la guerre civile? Ah oui, alors pour vraiment vous dire, la question de l'islamisme, djihadisme en Syrie, de façon d'une manière générale, la question du conflit syrien, c'est un vrai sac de nœuds, c'est extrêmement compliqué et c'est une myriade de groupes dont les allégeances sont très différentes. Mais pour résumer tout simplement, dans le gouvernorat d'Idlib, le groupe qui est majoritaire, il s'appelle HTS. HTS, c'est un groupe qui est un groupe islamiste, rigoriste, mais qui n'est pas pour le djihad international. Donc c'est aussi ce qui explique que depuis sa prise de pouvoir dans le gouvernorat d'Idlib, il est en opposition avec des groupes comme Al-Qaïda, avec Daesh, qui eux sont retranchés dans d'autres zones de la Syrie, et qui explique aussi que son chef, Joulani, est quelqu'un qui a essayé avec les années d'adoucir son image. C'est un ancien d'Al-Qaïda qui a quitté le groupe et qui essaie de troquer le treillis pour le costard et qui essaie de lisser un peu son image. On a vu des journalistes qui étaient invités à Idlib, c'était pas le cas dans les villes qui étaient contrôlées par Daesh. Il y a quand même un islam rigoriste qui est imposé à Idlib avec un voile obligatoire, avec un grand conservatisme de la part de ce pouvoir à Idlib. Mais il faut bien aussi comprendre que dans les groupes rebelles, il y a aussi simplement tous les anti-Assad. Vous avez d'un côté des djihadistes, vous avez aussi simplement des gens qui ont fui la répression de la révolution
révolution au moment des printemps arabes et qui sont simplement le produit de la tyrannie du régime Assad pendant des décennies. C'est évidemment le drame de la Syrie, c'est d'avoir justement ces groupes qui, de toute leur obédience et de toute leur radicalité, eh bien, sont nés d'une première tyrannie qui est celle du régime de Bachar el-Assad, qui avait été remis en question au moment des printemps arabes. Merci beaucoup Arthur Saradin, encore une fois, on a rendez-vous à 16h45 dans le grand dossier. Avant de vous entendre sur toutes ces questions cruciales, y compris pour nous, notre sécurité sur le sol français, on le disait, la Syrie, ancien berceau du djihadisme international, on va écouter ces hommes, ces islamistes alliés aux rebelles. Ils sont très clairs sur leurs intentions territoriales en Syrie. Écoutez. قادمون يا حمص قادمون يا حمص بإذن الله بهمة المجاهدين الصادقين سنطهر الشام كل الشام من عصابات أسد ومن الميليشيات الإيرانية. Ouais, intéressante cette référence aux milices iraniennes supportées par l'Iran. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans l'Iran, sans la Russie, la Syrie de Bachar al-Assad est condamnée, colonel ? Alors elle a toujours été condamnée, puisque à partir de novembre 70, quand Hafez el-Assad a pris le pouvoir face à d'autres militaires en Syrie, il ne se reposait son pouvoir que sur 10% de la population. Donc en réalité, il y a eu une mosaïque de liens des Alaouites chiites avec d'autres chiites et les chrétiens contre les sunnites. Mais les sunnites représentent 85 et 87% de la population. Donc ils ont subi ce pouvoir alaouite, cette dictature, depuis 1970. Et là, ça se complique un peu parce qu'effectivement, les Russes, eux, tiennent beaucoup à la Syrie. Bon, ils aiment certainement beaucoup le président Bachar el-Assad, mais la véritable raison, c'est de conserver leur base en Syrie, à Latakia et à Tartous, base navale, base aérienne. Donc, ils ne lâcheront pas. Et pour avoir écouté, juste avant de venir ici, la télévision israélienne, eh bien, Israël, enfin, les services officiels israéliens disent que le président Bachar el-Assad reprend les choses en main. Et qu'effectivement, après cette première débandade de gens qui ont été surpris, c'est un peu comme la bataille de Koursk avec les Ukrainiens, les Russes avaient été surpris, là, les forces syriennes ont été surprises, elles vont se ressaisir, et d'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Et donc, Bachar el-Assad va certainement faire appel à ses alliés, certes un peu affaiblis, de l'Iran et du Hezbollah. Donc, voilà. Et je ne pense pas, pour finir là-dessus, que l'Occident ait vraiment intérêt à ce que s'installe en Syrie un gouvernement islamiste, fût-il modéré, comme on l'a vu avec les talibans de 2022, qui se sont révélés ne pas être modérés et pas aussi inclusifs que beaucoup d'hommes politiques voulaient bien le dire en France. Pas intérêt, vous êtes en train de nous dire qu'on est du côté de la Russie et de Bachar al-Assad dans cette histoire-là ? Certes non, mais si un gouvernement islamiste prenait le pouvoir en Syrie, on aurait certainement d'autres attentats sur notre sol qui pourraient être programmés par ces extrémistes sunnites. Ouais. Monsieur Megrellis, Christian Megrellis, la Russie a-t-elle les moyens d'aider Bachar al-Assad qui est en difficulté pour l'instant ? Alors peut-être que la riposte se prépare effectivement, sauf qu'à Hama, on est au sud d'Alep, pour l'instant on n'en voit pas vraiment la couleur. Sans les Russes qui n'ont pas l'air d'avoir les moyens d'aider, que peut faire Bachar aujourd'hui ? Mais les Russes vont aider. Les Russes, comme le rappelait le colonel, ont deux bases, une base navale et une base aérienne, qui sont fondamentales pour leur géopolitique. Et par conséquent, ils vont intervenir, ils vont peut-être prendre des forces sur l'Ukraine pour les transporter en Syrie. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils vont faire quelque chose. Ouais, c'est une surprise cette progression, Michel Derkanski, aussi rapide malgré tout, parce qu'il continue à avancer. On parle d'une riposte de l'armée régulière syrienne qu'on ne voit pas pour l'instant. Qu'est-ce qui explique la force de ces groupes islamistes alliés aux rebelles, au reste de l'armée syrienne libre ? On parle de la main de la Turquie derrière tout cela ? De la Turquie, je pense pas trop, parce qu'aujourd'hui, la Turquie, elle veut sanctuariser sa frontière nord avec la Syrie. Elle a créé un glacis entre la Syrie et la Turquie, et c'est pas son intérêt. L'intérêt de la Turquie aujourd'hui, c'est de pas voir un État kurde se mettre à sa frontière. Ça, c'est son intérêt. Par contre, je pense que là, ils ont bénéficié d'un effet d'aubaine. L'infléchissement du Hezbollah d'un côté, et puis effectivement, peut-être aujourd'hui,
un infléchissement de la Syrie en termes de vigilance sur ce genre de choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, penser que la Russie ne va pas intervenir, elle va intervenir pas pour la Syrie, elle va intervenir parce que depuis 2015, elle a compris que dans un espace non sécuritaire qui était le Moyen-Orient, elle pouvait devenir un agent sécuritaire et un agent de puissance. Parce que les pays qui étaient là n'avaient pas instauré une géopolitique de sécurité, qui avait un désengagement des Américains pour des intérêts propres aux Américains, et que là, ils rentrent dans des mers chaudes, la Méditerranée, accès au Pacifique d'un côté, accès à l'Atlantique de l'autre, 2 bases militaires. Non, mais certes, pour la première fois, ils ont une puissance, oui, parce qu'ils ont une puissance navale et une puissance aéroportée. Ils ont les moyens, et leurs moyens coordonnés avec l'Iran fera que cet effet d'aubaine va vite s'arrêter. Il va s'arrêter de façon tragique, mais il va s'arrêter. Sauf que l'Iran est en difficulté, ses installations mises à mal par les bombardements israéliens, affaiblies par la défaite du Hezbollah au Liban. Justement. La Russie très occupée quand même sur le front ukrainien, malgré tout. On a l'impression que la Syrie de Bachar al-Assad, malgré tout, se retrouve seule aujourd'hui. Zoriana. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu compromis pour Bachar el-Assad parce que il se maintient au pouvoir grâce à l'Iran chiite et surtout grâce aux Russes qui ont une base navale et aérienne chez lui en Syrie. Sauf que l'un est empêtré par le Hezbollah, l'autre par son agression en Ukraine. Donc, je ne vois pas trop par quels moyens il pourrait le faire. Voilà, mais ce n'est que mon avis, je ne suis pas une spécialiste de la question syrienne. Ouais, alors sur l'Ukraine, parce qu'on a une réaction justement du chef de la diplomatie ukrainienne à ces événements. Donc c'est ça qu'on va regarder avec vous. Faut-il redouter ces groupes ou les soutenir même moralement? C'est un peu la question qu'on se pose quand on regarde cette déclaration de Dmytro Kuleba. Ce qu'il nous dit en gros, c'est ce qui affaiblit Bachar, affaiblit Vladimir Poutine. La chute d'Alep en 2016 a été un sombre prélude à celle de Boutcha, Mariupol et Bakhmout en 2022. C'est en Syrie que les pilotes russes ont appris à raser les villes ukrainiennes. L'échec du monde à tenir tête à Poutine et Assad à l'époque a été une invitation ouverte pour Poutine à envahir l'Ukraine. Votre réaction à cette déclaration? Peut-être, mais je ne pense pas que ce soit la priorité pour le moment pour le gouvernement ukrainien, qui est déjà assez occupé et pris par la guerre qui sévit sur son territoire. Et voilà, à mon avis, je pense que ce n'est pas... Peut-être qu'il a raison théoriquement, mais en pratique, je ne vois pas trop l'issue. Ouais. On est là à un point de rencontre, Christian Maigrelis, de beaucoup de conflits, de beaucoup de tensions de cette géopolitique mondiale actuelle. On a les conséquences des événements au Liban, les conséquences des événements en Ukraine, les conséquences des événements en Iran. Qu'est-ce qui est en train de se jouer véritablement dans cette crise syrienne? Écoutez, on est dans un jeu géopolitique compliqué, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que l'affaire israélienne avait été pour la Russie l'occasion d'ouvrir un deuxième front. Et ça s'est confirmé le jour où les 1500 fusées sont parties sur Israël. Comme par hasard, c'était le jour anniversaire de Poutine, le 7 octobre. Et vous n'avez pas l'air d'y voir un hasard, d'ailleurs. Non, j'ai jamais vu un hasard. Je pense que Poutine voulait ouvrir un deuxième front. Et maintenant, ça se retourne contre lui, parce que c'est les autres qui ouvrent un deuxième front. Et c'est lui qui a embarbouillé dans son affaire syrienne. S'il veut garder la Syrie, il faut qu'il arrête ses djihadistes, c'est évident. Il va donc les obliger, il va donc être obligé de les arrêter, et il va être obligé de prendre des forces quelque part pour les déplacer, parce que l'Iran, toute seule, je pense, n'a pas les moyens de les arrêter. Donc s'il veut garder la Syrie, pour pousser votre raisonnement un peu plus loin, il doit cesser cette guerre en Ukraine? Non, mais il va être obligé d'enlever des forces de l'Ukraine pour les porter en Syrie, et ça avantage les Ukrainiens. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, que les Ukrainiens vont gagner la guerre. Ça veut dire qu'il est embarrassé. Il est question d'un cessez-le-feu, on va y revenir, bien évidemment. Il lui arrive la même chose que ce qui est arrivé aux Américains lorsqu'il y a eu le 7 octobre. C'est-à-dire ? Eh bien, les Américains ont été... La tension américaine est passée de l'Ukraine à Israël.
Oui. C'était le deuxième front. Ouvrir un deuxième front en stratégie, c'est toujours très intéressant. Oui, et ça peut se retourner, vous le dites, contre voilà. celui qui là, manigance cela. C'est le contraire. Oui, Il y a une chose colonel. qu'il ne faut pas oublier non plus, et là je reviens aux fondamentaux. En 1970, Bachar el-Assad avait refusé d'aider une partie de son armée, de l'armée syrienne, mais c'était avant qu'il prenne le pouvoir, pour attaquer en Jordanie, sachant que les Israéliens allaient appuyer les Jordaniens contre les tanks syriens. Et là, il n'a rien fait, et il a pris le pouvoir après. Qu'est-ce que fait Israël actuellement vis-à-vis de la Syrie? C'est très important, parce qu'Israël n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un État islamiste qui soit sunnite ou chiite à ses portes. Donc, et Israël avait su avant et même pendant la guerre d'Ukraine trouver un modus vivendi avec les Russes pour le passage d'avions en direction de l'Iran, par exemple. Oui. Donc, si vous voulez... Ou même pour les frappes à Damas, il y en a régulièrement. Voilà. Elles sont rendues possibles aussi, peut-être, alors ce sont des hypothèses, mais par une communication à certains moments. Oui, mais en tout cas, je pense que actuellement, il y a une confrontation entre les sunnites et les chiites, comme il y en a souvent, en Syrie. Et je pense qu'il y a un joueur dont on ne parle jamais, mais qui est le Qatar aussi, qui finance, parce que tous ces Triginov, ces armements... Pour vous, c'est le Qatar. Non, parce qu'on a déjà entendu beaucoup d'hypothèses sur le plateau, Saoudite, notamment la Turquie. probablement d'une manière indirecte, Oui. mais il y a aussi, si vous voulez, le Qatar a toujours aidé les deux côtés, si vous voulez, aussi bien les sunnites que les chiites. N'oublions pas que le Hamas est un mouvement sunnite à l'origine. Oui, le mouvement Hamas, c'est un mouvement sunnite qui ne voulait pas voir l'Iran avant. Et il a été soutenu et par l'Iran et par le Qatar. Donc, si vous voulez, l'intérêt, c'est Alors, pardonnez-moi, que recherche le Qatar aujourd'hui en Syrie en aidant ces groupes rebelles, si c'est le cas, et c'est l'hypothèse que vous émettez? Eh bien, lui, djihadistes. il cherche à renverser Bachar el-Assad. Oui. Qui s'est d'emblée attaqué à ces mouvements islamistes, puisque Bachar el-Assad s'appuie sur les minorités chrétiennes, sur d'autres mouvements chiites comme les ismaélites aussi, qui sont ismaéliens, qui sont assez importants, et puis sur la base alaouite, qui constituait 13% des Syriens. Mais si vous voulez, quand vous dominez un pays avec 13% de partisans, avec disons qu'il y a peut-être 10% de chrétiens, donc il est en minorité. Donc évidemment... Mais ce que vous nous dites, c'est mieux vaut Bachar al-Assad, le criminel de guerre, qui a bombardé avec des armes chimiques son propre peuple, que ces groupes aujourd'hui islamistes... Kadhafi. On a renversé Kadhafi. Qu'est-ce qui se produit? Regardez Saddam Hussein. On l'a anéanti et il y a maintenant plein de milices djihadistes chiites qui sont en Irak et l'Iran étend ses positions. Si vous voulez, tous ces dictateurs qui étaient dans les pays, surtout sunnites d'ailleurs, Saddam Hussein était sunnite, si vous voulez, ont été pour l'Occident d'une manière tout à fait froide et je dirais assez cynique, un moindre mal. Oui. Un moindre mal. N'oublions pas que Kadhafi avait été invité à l'Élysée, que Saddam Hussein avait été aussi fait l'objet de nombreux appuis au moment de sa guerre contre l'Iran, notamment français. Donc, si vous voulez, maintenant qu'il n'y a plus rien, si vous voulez, en Libye. Maintenant, il n'y a plus rien. Il y a trois chefs qui se réclament et qui sont dispersés et qui sont source de chaos aux portes de l'Europe. Pour revenir sur cette problématique du djihadisme dans cette région, vous nous dites c'est Bachar ou le djihadisme, y compris à portée et à vocation internationale, c'est ça que vous voyez aujourd'hui dans ce groupe, dont le leader se présente comme le djihadisme bon teint, l'islamisme qui n'imposera pas la charia, très rapidement. Regardons les talibans il y a 2 ans. C'était des talibans inclusifs. On a un ancien ministre de la Défense, d'Affaires étrangères, non, ce sont des talibans inclusifs. Bon, on voit le rôle des femmes actuellement. Et puis, pour l'instant, c'est vrai qu'ils ne planifient pas trop d'attentats en Occident. Ils font et où ont eu lieu les accords au Qatar.